Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission 4 étoiles sur le sport local yvelinois. Vous connaissez le menu, il y aura comme d'habitude des analyses, des débats et des duels avec la crème de la crème des chroniqueurs et les meilleurs journalistes sportifs, chroniqueurs sportifs du département. Aujourd'hui, ils sont 4 autour de la table, présentation en musique. On commence à ma droite, c'est le Alain Ducasse du cyclisme sur piste, le Marc Vera des sports extrêmes. Il savoure encore sa deuxième place au championnat du monde Masters et il est encore une fois affamé de titres sur ce plateau. Le capitaine Yann Dujarier du club de Vélizy 78 est avec nous. Bonjour, sur cette émission. Bonjour. Alors, Alain Ducasse, oui, du cyclisme sur piste, c'est vous? En tant qu'ancien chef de cuisine, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bon, vous nous ferez des petits plats à la fin de l'émission. On passe de l'autre côté à musique. Il a deux passions dans la vie. D'un côté, la bonne cuisine française et ses trésors gustatifs. Et de l'autre côté, le sport et notamment le rugby, une passion qu'il pratique à Versailles. Le gladiateur Pierre Chevalier est avec nous. Comment allez-vous, Pierre? Force et honneur, ça va très très bien, alors, en pleine forme malgré ce froid glacial. Mais alors qu'est-ce que vous préférez, vous, la bonne cuisine française ou le rugby? À choisir. Les deux vont bien ensemble quand même. Pas au même moment, mais les deux vont bien ensemble. Petite préférence pour la gastronomie française quand même. À la fin d'un match de rugby. Exactement, en troisième mi-temps. On repasse à ma droite musique, c'est le Philippe Etchebest de cette émission. Ses analyses sont aussi raffinées que du caviar sur un pain de campagne. Il n'hésite pas à faire sauter le bouchon de champagne quand il le faut avec ses interventions devenues cultes. Coach Jean Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous dans cette émission. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Jean. Super forme. Super forme. Ah oui. Bon, vous êtes prêt à faire sauter le bouchon de champagne? Avec modération, hein, bien sûr. Il faudrait, oui, avec modération surtout. Il faudrait que de temps en temps, oui, la chaîne fasse l'effort. Hein. On termine à ma gauche musique. C'est un petit génie, amateur de sashimi de soupe miso. Cet amoureux du Japon va malheureusement nous quitter dans quelques semaines pour partir enseigner le sport au pays du soleil levant. Mais il est encore avec nous aujourd'hui pour cette émission, donc pas de sushi. Le professeur Frédéric Anderson est avec nous, le directeur sportif des Templiers d'Elancourt. Frédéric. La forme, toujours. Bon, vous allez nous quitter dans quelques semaines, mais vous êtes encore là, hein, bien présent aujourd'hui. Toujours en place. Toujours en place, toujours des répliques cultes aussi. Toujours prêt. Avant de passer au programme de cette émission, nous allons parler cyclisme. On le pensait à la retraite, Robert Marchand, qui a fêté ses 106 ans en novembre dernier, était de retour le 11 février sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Un an tout juste après son record du monde, il a réalisé 16 tours de piste pour une distance totale de 4000 mètres, alors qu'il ne devait réaliser que 10 tours initialement. On écoute la réaction du centenaire à la sortie de ce nouvel exploit au micro de Nicolas Dambry. Je ne croyais pas que j'aurais été capable de rouler encore. Voilà. Et vous êtes content de revenir ici? Oh, bah, bien entendu, c'est pas croyable, mais c'est même pas croyable. Et ça a été mieux que j'avais peur. Mais j'ai été mieux que je croyais. Voilà. Une réaction par rapport à ce retour à la compétition, Yann? C'est pas un retour à la compétition, c'était plutôt son jubilé justement. Son jubilé? Ouais, j'étais présent, moi aussi je courais ce jour-là et donc c'était plutôt son jubilé, la passation de pouvoir, enfin pas passation de pouvoir mais passation de passion avec les jeunes. Donc on a fait une petite photo avec les plus jeunes, voilà, c'était vraiment plutôt symbolique et donc il n'était pas là pour un record ni pour se mettre en avant, c'était voilà, c'était juste réalisé 4000 mètres hein, quand même. Mais bien sûr, et je pense que si on lui avait pas dit de s'arrêter, il continuait. Donc le record est encore à portée. Oui, bien sûr, il est largement capable de taper son heure sur le vélodrome à son rythme, sans aucun souci. Maintenant, les médecins lui ont demandé de mettre un stop. Et il voilà. pourrait quand même faire des compétitions, peut-être, cette saison. Je sais pas, je suis pas assez proche de Robert pour mais bon, on le sent quand même un petit peu diminué par rapport à l'année dernière. Voilà, ça faut pas le cacher. On s'est un peu plus fatigué. Mais voilà, quand vous l'entendez encore discuter, il a encore l'humour, il aime monter sur un vélo, il n'y a pas de secret. Et puis c'est toujours beau de le voir sur ce vélodrome et encore pendant longtemps, on espère. Pierre, un mot sur cet incroyable Robert Marchand. Immense respect pour ce qu'il fait et le vent de fraîcheur que ça apporte sur la pratique du sport. Vraiment dire que le sport conserve, que ce soit le vélo ou un autre sport, je suis assez épaté et émerveillé par ce type d'image, qu'elle se reproduise ou pas, qu'il soit
en piste encore quelques temps. Effectivement, je pense qu'il est à 106 ans maintenant, ça commence à marquer un petit peu, mais énorme respect pour ce qu'il fait et ce qu'il représente. Et je pense que quand les médecins lui disent qu'il faut qu'il arrête, moi j'ai peur qu'il le tue en fait. J'ai peur que le fait de le faire arrêter sa passion, ce qui est son moteur tout simplement, peut-être ça peut avoir un effet néfaste. Moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut le laisser continuer. Il continuera quand même à tourner, mais je sais pas individuellement, privé. Je sais pas, ils lui ont pas renouvelé sa licence cette année. D'accord. Donc Jean, il faut qu'il s'arrête ou pas, ce Robert Marchand? Ouais, moi je suis admiratif de toute façon. Admiratif, on ne peut que l'être. Hein. Après, médicalement, on lui dit stop, parce que forcément, les médecins, ce serait regrettable que les médecins lui donnent le feu vert et que malheureusement, il lui arrive l'inévitable. Donc, ils prennent beaucoup de précautions. Maintenant, je rejoins un petit peu Yann, quand c'est certainement sa façon de vivre, sa passion, et c'est ce qui le tient peut-être aussi, certainement, en super forme encore à son âge, quoi. Frédéric, vous qui êtes le professeur, est-ce qu'il peut encore continuer? Je ne vais pas aller à l'encontre des docteurs. Si les docteurs ont dit, on lui a donné un diagnostic et des recommandations à suivre, vaut mieux se plier aux recommandations du docteur. Après, il a 106 ans, il fait ce qu'il veut, hein, c'est un grand garçon. Hein, je veux dire, il a Pas plus si rien à grand que ça, prouver. il mesure 1m50. Ouais, mais le talent dépasse bien les 1m60. Non, c'est vrai que rendu à cet âge-là, il fait vraiment ce qu'il veut. Il n'y a personne qui va lui dire ce qu'il a à faire, quoi. je voulais juste dire Rapidement, Yann. on dit le sport conserve, peut-être pas tous les sports. Je pense que quand on fait de la boxe à un certain âge, ça doit user quand même un peu plus que Le cyclisme, par contre, ça conserve. Le cyclisme conserve, voilà. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de handball. Plaisir s'est incliné de justesse contre Massy et grille un joker dans la course à la montée. Nous évoquerons également le premier tournoi de floorball du hockey sans les pintins organisé à Buc. Mais avant de développer ces thèmes, coup de projecteur sur la Coupe des Yvelines de football. Match des grands jours ce dimanche 18 février à Plaisir. Le club local affrontait Maule à domicile pour une place en demi-finale de la Coupe des Yvelines. Les Plaisirois se sont imposés 3-1 grâce à un but de l'attaquant Kevin L'Orphelin et un doublé sur pénalty de Mamadou Simakan, le héros du jour. On écoute sa réaction et celle de son entraîneur au micro de TV78. 2 pénaltys, c'est de la chance, on va dire ça. C'est rentré, et voilà. Mamadou, c'est un joueur qui est revenu au club il y a 3 ans et qui cette année marche très très bien. Après, on ne peut pas retenir une prestation que d'un joueur. Je pense que c'est l'ensemble de l'équipe qui a été très très bonne. Au-delà de la prestation du joueur Mamadou Simakan, la prestation collective de l'équipe a beaucoup plu à l'entraîneur de Plaisir. On l'écoute. Ils ont fait le boulot, ça a été difficile, match assez compliqué, on le savait, face à une belle équipe de Maule. Très très beau match, plaisant, et on a réussi à gagner, donc c'est important d'aller en demi-finale. La question sur ce thème, la Coupe des Yvelines est-elle une très belle compétition? Oui ou non? Une très belle, j'insiste sur le très belle. Non, un petit duel entre les rugbyman? Vous commencez, Pierre? Le très bel est sûrement important. Je considère qu'une coupe, quelle qu'elle soit départementale, nationale ou internationale, elle donne de l'enjeu à un club. Alors que ce soit pour le Challenge Pam Pam ou pour la Coupe des Yvelines, je trouve que ça donne un petit peu d'enjeu et donc un petit peu de suspense ou un petit peu de dynamisme à une saison de club. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est à l'échelle du département, mais dans nos beaux départements. Il a fait beau, c'était un beau match a priori, donc je pense que c'est une bonne compétition et puis qui sourit à Plaisir, donc c'est une bonne chose. Jean? Il a tout dit. Il est d'accord avec moi. Il est d'accord avec moi finalement, parce qu'il l'a dit lui-même. Bon, la Coupe des Yvelines, on ne va pas minimiser ce championnat, mais il l'a dit lui-même. La Coupe des Yvelines, c'est ça? Coupe des Yvelines, pas le championnat des Yvelines. Non, la Coupe, j'ai dit la Coupe. Ah, vous avez dit championnat. Mais allez-y, continuez. C'est vrai? Bon, alors mon cerveau ne fonctionne plus, faut que je me méfie. Donc la Coupe des Yvelines, il l'a dit lui-même, c'est un peu le challenge pam-pam, quoi. Donc si ça, on dit que c'est une très belle compétition, bon, pour moi, non, ça n'est pas une, parce que c'est quand même trop local, quoi, trop local pour que ce soit vraiment... Dans une équipe pour une saison, ça fait jouer, ça donne un objectif supplémentaire, certes, mais la compétition par elle-même ne peut pas être considérée pour moi comme une très belle compétition.
Yann, Je suis d'accord. d'accord avec Jean-Miss? Mais bien sûr. Ça permet pas de garnir la vitrine à trophées? Mais non, non, pas avec un championnat départemental. C'est pas les coupes qui font les titres. Hein. Les coupes, si, les coupes font les titres, mais c'est pas les vitrines. La vitrine ne se remplit pas de couples qui n'ont pas de valeur. Voilà, si c'est le même principe que la Coupe de France, avec des clubs qui se rencontrent avec des valeurs complètement différentes. Voilà, il doit y avoir des grosses différences de niveau et donc non, ça doit. Bon, voilà, ça permet peut-être de jouer sur des week-ends où il y aurait moins de matchs. Donc voilà, ça permet à certaines équipes de pouvoir faire des compétitions sans enchaîner des matchs amicaux. Faut espérer qu'il n'y ait pas trop de blessés sur ce type de match. Et puis voilà, mais non, moi, aucun intérêt pour moi. Frédéric Anderson. Bon, un peu d'accord Ça avec permet tout le quand même monde. de garnir la vitrine du club. Oui, et puis ça met toujours bien vis-à-vis de la mairie. C'est plus facile et de ça remporter la montre Coupe que des Yvelines que la Coupe de France, Bon, par exemple. c'est toujours bien de gagner, ça met toujours en valeur les efforts du collectif. Après, il n'y a pas d'enjeu au-delà peut-être de la satisfaction d'être le champion du département. Il vaut mieux être, comme on dit, un gros poisson dans un petit bocal qu'un petit poisson dans l'océan ou un truc comme ça. Ouais. Et ça me fait peut-être une étoile sur le maillot, peut-être. Elle est peut-être toute petite. Elle est peut-être toute petite. Non, une fleur de lys. Voilà. Même pas, non, sur les Yvelines, c'est même pas la fleur de lys, non. Est-ce qu'il faut changer peut-être, Pierre, la formule de cette Coupe des Yvelines? Je rappelle que ça regroupe les équipes départementales et des équipes comme Versailles, par exemple, qui jouent en National 3 est exclue de la compétition. Pareil pour Trappes, idem pour Trappes. Ce ne sont que les équipes qui évoluent de la D1 à la D5 au niveau district. Est-ce qu'il faut élargir encore un peu plus cette coupe départementale? C'est pour rejoindre ce que disait Yann, c'est que là, dans ces cas-là, il n'y a pas ce côté magie de la Coupe de France, par exemple, qui oppose différents niveaux et qui permet aux petits de se frotter aux gros. Il y a quand même 5 divisions de différence. Il peut y avoir un gros écart, peut-être pas aussi gros que lors de la Coupe de France. Changer le format, permettre aux gros de se frayer là-dedans. Est-ce qu'ils accepteront de le faire? Tiens, aussi, est-ce qu'ils verraient ça d'un bon oeil pour pas risquer les blessures, pas risquer quoi que ce soit? Ça peut permettre aussi de faire tourner les effectifs. Donc changer la formule. Why not? Mais ça restera de toute façon une compétition au stade régional, départemental. Jean, changer la formule, pareil pour vous, vous n'êtes pas convaincu? C'est la consolante qui joue, alors si j'ai bien compris. Voilà. Parce qu'il n'y a même pas tous les clubs. Je pensais en plus qu'il y avait tous les clubs du département, mais là non. Donc je croyais que c'était une mini Coupe de France avec le même système. Donc là c'est la consolante. Mais non. Moi je pense qu'il faut la laisser parce que justement ça permet à des équipes, à des petites équipes entre guillemets, parce que petites équipes c'est péjoratif, mais de pouvoir s'exprimer un petit peu entre elles et de gagner quelque chose. C'est important dans un collectif et dans un club, dans un groupe, de gagner quelque chose. Voilà. Mais là on ne parle pas de ce que représente la coupe. On parle simplement de gagner. Et donc c'est le meilleur moyen pour gagner quelque chose. Donc pour moi il ne faut pas changer. Bon, dans le public, en tout cas, c'est une compétition qui plaît énormément aux supporters. On regarde cet extrait enregistré à plaisir lors du dernier match. Il y avait du monde, Yann. Oui, autant qu'au Vélodrome. Plus qu'au Vélodrome, peut-être. Non. Frédéric? Plus de monde qu'à nos matchs en tout cas, donc je ne vais pas parler en mal, mais non, c'est bien, si ça fait plaisir aux gens et puis ça permet de se retrouver autour du sport, c'est toujours une bonne chose. Donc c'est un succès populaire quand même, Succès Pierre populaire, Chevalier. Complètement. Il y a peut-être que le foot qui est capable de faire ça, c'est-à-dire que vraiment sur une une belle compétition, pas une très belle compétition, qui permet de rassembler du monde quand même. Le foot est assez fédérateur. Ça permet quand même d'avoir une centaine de spectateurs sur un match, somme toute, sur le papier anodin. Donc, à succès populaire, ça prouve peut-être son intérêt. Et puis là, en plus, là, il faisait beau. Et ce qu'ils ne disaient pas, c'est qu'ils avaient mis la buvette gratuite. Ça favorise un peu. Ça. Avec modération toujours. On continue ceci, on parlait sport par du handball. Plaisir, deuxième, se déplacer sur le terrain de Massy, troisième le dimanche 11 février pour le choc de cette 12e journée du championnat de National 3. Après avoir mené une grande partie du match à l'extérieur, les Yvelinois n'ont pas réussi à conserver leur avantage et s'inclinent contre leurs poursuivants. Score final 28-27. On écoute les réactions. Forcément déçu parce que je pense qu'on avait toutes les armes pour gagner le match. Voilà, ils l'ont joué au métier, ils ont pas paniqué quand ils étaient à -4.
ils sont revenus petit à petit au score et nous, voilà, on a acheté des ballons un peu trop bêtement, là où on aurait dû attendre un peu plus, travailler un peu plus autour de leur défense. On fait une entame de match irréprochable et derrière, on donne beaucoup trop de ballons à l'adversaire. Au classement, ce résultat permet à Massy de revenir à hauteur des Plaisirois à la 2e place du championnat avec 28 points chacun. Une défaite qui pourrait remettre en cause les espoirs de montée du promu Yves-Lillois. La question sur ce thème, Plaisir a-t-il raté le coche dans la course à la montée? Oui ou non? Non. Un petit duel entre vous, Frédéric Anderson et Yann Dujarier. Yann Dujarier, vous commencez? Ben non, parce que le championnat est encore long. Il y a encore quelques matchs à jouer. Donc là, on est à la moitié du championnat. Ben voilà, donc il reste encore quelques matchs à jouer. Il faut savoir qui ils vont rencontrer à domicile, puisque là, c'était le match extérieur. Est-ce qu'ils avaient battu Massy quand ils sont venus à Plaisir? Ils les avaient battus. Voilà, ils les ont battus. Donc pour moi, ils sont qu'à 3 points du leader. Il y a encore la place pour la montée. Maintenant, voilà, ils viennent d'être promus. Est-ce qu'ils... Vaut mieux pas rester une saison encore à ce niveau-là pour pouvoir solidifier les fondations et puis grandir par la suite, parce que là c'est vrai que c'est une belle promotion dans ce niveau de compétition. Frédéric Anderson. Non, moi je pense pas. Est-ce qu'ils ont raté le coche? C'est vrai qu'ils auraient été plus à l'aise s'ils avaient remporté le match. Ça, c'est toujours. Ils auraient creusé l'écart. Effectivement, et ça les aurait gardé un peu plus proches de la place pour la montée. Après, c'est vrai que comme on disait, ils viennent d'être promus et c'était pas forcément l'objectif de début de saison. Après, maintenant, ça se passe bien, donc qu'ils essaient de jouer leur chance à fond. Et c'est vrai que quand on a pour objectif de monter, perdre des points en route sur des matchs qui sont vraisemblablement à leur portée, c'est toujours un petit caillou dans la chaussure, quoi. Jean, pour vous, ils n'ont pas raté le coche? Non, pour moi, bien sûr, s'ils avaient gagné, ce serait mieux, ça. C'est la palisse, c'est Fred qui a dit ça. C'est pas la peine de faire un niveau d'études pour dire ça, mais bon. Ça se réglera après l'émission. J'aurais pu le dire, Mais c'est vrai quand même que on est à la moitié de la saison, et donc là, c'est simplement le match retour, chacun a gagné chez soi. Donc après, la route est encore longue, et des faux pas, il y en aura. Il y en aura de leur part, il y en aura de la part de Massy, et certainement et surtout aussi, s'ils veulent monter, de la part du premier, quoi. Donc rien n'est fait pour l'instant. On peut dire que c'est regrettable par rapport à la physionomie du match, parce qu'ils avaient largement, ils avaient la place de passer. Mais ils s'inclinent d'un but. Ils ont été devant 70% du match. Et oui, mais c'est à la fin du bal qu'on paie l'orchestre. Donc ça se joue jusqu'au coup de sifflet final, un match. Le leader Saint-Paulois compte une victoire et un nul de plus que Plaisir, Pierre Chevalier. Est-ce que c'est terminé pour la première place? Non, ça ne doit pas être terminé. Là aussi, il reste quand même pas mal de temps. Je vous rappelle que c'est la première place qui permet de monter et la deuxième place est synonyme de barrage face à un autre deuxième d'une autre poule. Donc il faut de toute façon accrocher la deuxième place. Quand on dit rater le coche, c'est qu'ils ont été devant pendant tout le match et ils perdent d'un but. C'est là où ils ratent le coche. Ils auront peut-être pas de meilleures occasions de mettre un prétendant à distance. C'est là où, pour parler du caillou dans la chaussure qu'évoquait Fred, c'est un peu dommage de ne pas avoir maîtrisé ce match-là, sachant que les places vont être chères. Parce que mettre un point d'écart avec Massy aurait peut-être été pas mal, quoi. Mais voilà, ça se joue à un point à ce but-là, et peut-être qu'ils le regretteront en fin de saison. Vous pensez, Frédéric Anderson, que cette défaite peut casser une dynamique dans l'équipe? Ils étaient à un bilan de 8 victoires pour 4 défaites. Non, une seule défaite sur ces 3 derniers mois? Je pense pas, parce qu'ils ont eu tellement de succès avant que je pense pas que ce soit leur première défaite. Et puis ils sont tellement sur une dynamique de victoire, c'est pas une grosse défaite non plus, c'est pas un coup d'arrêt à leurs prétentions. C'est pas comme si tout était perdu, il fallait tout recommencer à zéro. Il va juste falloir qu'ils se remobilisent dès le prochain match et puis relancer la machine, et ça sera parti comme en 40. Jean? Ça leur permettra aussi peut-être de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ils vont gagner en expérience avec ce type de match? Forcément, lorsqu'on joue des matchs de ce niveau-là, puisque c'est le haut du tableau qui joue. Donc les erreurs qu'ils ont faites, si ça se reproduit, ils ne les referont peut-être pas, et ils vont grandir. Et c'est encore une fois, c'est la première saison qu'ils évoluent à ce niveau-là. Donc je trouve que pour une première saison, jouer les hauts de tableau, c'est quand même très très bien, il ne faut pas l'oublier. Il faut peut-être attendre le prochain match
Le 4 mars prochain, ils affronteront Saint-Paulois, le leader, pour se faire une idée sur la suite de leur saison. Là, moi, je serais entraîneur de Saint-Paul. Je dirais, le fait d'avoir perdu, ils vont être remontés comme des pendules. Et ils vont vouloir se rattraper. Et c'est peut-être pas le meilleur moment de prendre plaisir après cette défaite, de courte défaite contre Massy. Donc ça risque d'être un beau match. Et pourquoi pas justement là sur une motivation supplémentaire pour plaisir, pour aller chercher la première place. Et du coup, ils vont les jouer à domicile. Ils vont les jouer à domicile. Donc là, ça va être un bon match. Ça va être un match très intéressant. Le 4 mars prochain. Ce serait bien qu'on en parle sur le prochain. On va essayer, Yann, on va vous donner le conducteur de l'émission, vous ferez vos thématiques. Non, mais je vous le note, je vous le dis. Après cette large page résultat, nous allons passer à notre coup de projecteur. Dans notre coup de projecteur, un portrait, celui de Mathilde Kless, une sportive de 17 ans. Elle fait partie des golfeuses françaises les plus douées de sa génération. Pour mettre toutes les chances de son côté, la jeune Yvelinoise a intégré une section sport-études de la Fédération française depuis 5 ans. Dans cette classe aménagée au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, Mathilde suit des cours en petits groupes de 4 élèves. La sportive passe en moyenne 5 heures par jour loin des greens pour préparer son bac S. L'après-midi, elle va s'entraîner sur les terrains. Pour elle, c'est un véritable plus. On l'écoute. Je pense que ça aide beaucoup les filles qui ne sont pas en structure comme nous. Je sais qu'elles ont beaucoup de mal, surtout en terminale. Vu qu'il y a le bac, c'est vraiment dur de concilier les deux. Et nous, on y arrive bien grâce à ça. Ça me donne plus d'opportunités pour m'entraîner et de progresser. Ouais. De son côté, son entraîneur depuis 5 ans trouve qu'elle a progressé et que la sportive peut rivaliser avec les meilleurs grâce à cette structure. Pour atteindre le haut niveau, elles sont obligées d'augmenter la quantité de l'entraînement et c'est pour ça que cette structure a été créée. Un entraînement intensif sur le plan golfique, dans tous les facteurs de performance, donc à la fois sur la partie technique, sur la dimension physique. Donc tout est organisé autour de ça pour mettre la joueuse dans les meilleures conditions. Mathilde envisage maintenant de partir aux USA dans une faculté pour continuer à jouer sur les 2 tableaux, le golf et les études, avec un objectif en tête, participer aux JO de 2024 qui seront organisés à Saint-Quentin-en-Yvelines. La question sur ce thème, doit-on forcément passer par une section sport-études pour devenir un grand champion? Doit-on forcément passer par une section sport-études pour devenir un grand champion? Non. Vous êtes tous unanimes sur la question? On est d'accord. Allez, question suivante. On est d'accord, Anderson? Non, c'est pas indispensable. On voit bien qu'il y a des sportifs qui arrivent sans être en sport-études. Après, il faut pas oublier non plus que même si c'est pratique pour pouvoir pratiquer plus son sport, ça reste quand même difficile le sport-études. Allier les deux, le planning pour les entraînements, couplé avec les études, trouver le temps d'étudier correctement, tout en maintenant les performances sur le terrain, c'est pas à la portée de tout le monde. Après, si elle y parvient et qu'elle arrive à poursuivre son rêve comme ça, c'est tant mieux pour elle et on peut que la féliciter de s'être engagée dans cette voie et d'en tirer profit autant que possible. Pierre Chevalier, prévoir. Pourquoi? Prévoir, c'est pas une obligation de faire du sport-études, mais pour connaître bien le secteur golf, là, en l'occurrence dont on parle, c'est une très bonne occasion de prévoir la suite. Une carrière de sportif, a fortiori de haut niveau et encore plus de niveau amateur, est assez courte. Et il faut prévoir la suite et leur permettre d'avoir une activité quand ils vont s'arrêter. Alors le golf, ça peut durer quand même relativement longtemps, notamment chez les dames. Y percer et y faire une grande carrière, c'est pas l'apanage de tous et de toutes. Mais en tout cas, faire en même temps que des séances d'entraînement poussées, un peu d'études, ça permet justement de voir venir et de prévoir l'avenir, l'après-carrière. C'est assez facile facile entre guillemets, comparable pour le golf, parce que l'activité physique et la préparation mentale va assez bien avec une préparation, on va dire, scolaire. Elle prépare son bac sur 2 ans. Donc c'est surtout pour préparer l'avenir et pour préparer la reconversion de ces athlètes de haut niveau. Ça lui permet quand même de taper la balle une vingtaine d'heures par semaine, Yann Dujarier. C'est considérable pour une jeune athlète de son niveau. Mais justement, c'est aussi, est-ce que c'est pas trop tôt? En fait, la question que je pose avec les sports-études, est-ce que c'est pas trop tôt de former? Donc elle a commencé vers 12-13 ans à peu près. Et est-ce que est-ce qu'on rate pas quelque chose sur sa jeunesse et donc à un moment donné, on n'est pas un peu lassé de toujours pratiquer ce sport et du coup, ou son sport, et du coup, peut-être passer à côté d'autres choses et donc voilà, savoir trouver le bon équilibre, c'est pas si évident que ça.
Il y a des athlètes qui sortent des sports-études. On en voit un qui brille énormément en ce moment, qui s'appelle Martin Fourcade. Et il y a une très grosse structure à Font-Romeu et un très beau sport-études basé sur les sports d'hiver qui sort beaucoup de champions. Maintenant, tous les champions ne sortent pas de sport-études et tous les champions... et puis... tous ceux qui sont en sport-études ne deviennent pas des champions. C'était aussi ça que je voulais dire. C'est vrai qu'il faut... il y a du bon et il y a du mauvais dans ces structures. C'est pas toujours évident. Jean, on voit qu'il y a des structures nationales comme l'UNICEF qui a été créée en 1975 sur le bois de Vincennes, a permis de sortir de grands champions. Il y a eu notamment Christine Aron, Muriel Urtis, Tony Yoka pour la boxe, Amélie Mauresmo, Tsonga ou mon fils pour le tennis. Ça permet quand même de créer des champions, ces sports-études. Bien sûr que ça permet de créer des champions, puisqu'ils sont mis dans des conditions quand même, on va dire, idéales. Puis ils s'entraînent de nombreuses heures par semaine. Et en plus, ils ont la possibilité de faire les études très encadrées. Parce que là, on dit qu'il y a 4 élèves, donc il doit y avoir quasiment un professeur pour 2. Enfin, c'est les conditions, c'est la chance. Voilà, c'est les cours particuliers. C'est une chance. Mais Yann l'a dit, tous ceux qui passent par ces structures-là ne sortent pas des grands champions non plus. Hein. Donc, c'est pas une obligation, quoi. C'est vraiment pas une obligation. Parce que pour être un grand sportif, ça, pour moi, c'est une chance. C'est une chance. On peut pousser peut-être quelqu'un qui a pas les qualités vraiment techniques ou qui ne soit pas doué, peut-être. Parce qu'il y a des sportifs qui sont tout simplement doués et qui n'ont pas besoin de ces structures-là pour exploser dans le sport, quoi. Et je me posais juste une petite question. Est-ce que Ribéry a suivi Je n'avais pas ça sur mes fiches. Jean. On n'a pas retrouvé le centre. Pierre, vous êtes d'accord avec Jean ? Je suis d'accord avec Jean et pour compléter... pas sur Ribéry. Je suis sur Ribéry aussi. En France, ce qui est en train de changer, j'ai l'impression, c'est aussi la culture et l'intérêt que l'on porte au sport. Les carrières de sportifs sont depuis récemment, on va dire, reconnues. Jusqu'à maintenant, le sport, c'était un petit peu la cinquième roue du carrosse. Il n'y avait pas d'autre salut que d'avoir une carrière, d'abord de faire des études pour avoir des métiers traditionnels et normaux. Et là maintenant, l'avènement des sports-études et puis l'arrivée de nouveaux champions qui se forment intellectuellement en même temps qu'ils se forment physiquement, ça tend à donner un petit peu de lettres de noblesse au sport. Et on peut voir des sportifs qui font une carrière et qui préparent la suite aussi. Donc c'est là aussi où le sport-études peut avoir un intérêt. Par contre, comme le disait Jean, on n'est pas forcé finalement d'aller dans une carrière, de faire du sport-études pour avoir une grande carrière. Il y a Laure Manoudou, par exemple, qui a commencé à 13-14 ans à s'entraîner avec Philippe Lucas, elle a une médaille d'or au JO. Il y a Tony Estanguet, la même chose, qui a 3 médailles d'or au JO. Finalement, il n'y a pas besoin de sport-études. C'est le talent à l'état pur, le talent initial. Et puis derrière, c'est avoir toutes les conditions pour bien performer dans son sport. Ça doit être différent selon les sports d'ailleurs. L'intérêt du sport-études, ça, c'est pas forcément compatible avec tous les sports, mais en tout cas, ils ont tous les entraîneurs, toutes les structures, tous les agrès et tout le temps pour pouvoir se former. Mais effectivement, c'est pas un prérequis quand on a du talent. C'est vrai que quelqu'un qui fait de la gymnastique aux agrès, où les carrières sont très très jeunes et correspondent à une période de sport-études où il faut être au très haut niveau, là c'est quelque chose qui est très très important. Maintenant, nous, c'est vrai que dans le cyclisme où la maturité vient beaucoup plus tard, pareil pour le golf. Le golf, on peut, comme tu le disais, jouer très 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 longtemps. Et donc la maturité peut aussi... il y a des sports qui sont plus porteurs que d'autres. Dans le roller, la structure sport-études, les structures sport-études, parce qu'il y en a au moins 2, une sur Bordeaux, une sur Nantes, sont très très importantes pour le Pôle France, parce que les carrières s'arrêtent très très tôt. Et pour un cycliste peut vraiment émerger après 18-20 ans. Donc du coup, ne pas avoir eu de formation sport-études lors de ces années de cadet junior, il n'y a pas besoin, quoi. Jean, ça permet également aussi de se forger un mental. On est souvent coupé de sa famille, de ses amis. Ça permet de devenir un champion dans sa tête ? Oui ou non. Oui ou non, parce qu'il y en a peut-être certains, ça leur fait du bien, d'autres, ça leur fait peut-être pas spécialement de... Ça peut faire le contraire. Ça dépend des personnes, encore une fois. Hein. Il y en a, ils ont besoin de ça. Il y en a, ils vont s'épanouir dans ce milieu-là. Ça va leur correspondre tout à fait. Et il y en a, ça va être peut-être justement un frein et un échec
par rapport à la situation et à ces structures qui sont quand même assez pesantes, il faut le reconnaître. Parce que là, c'est bien, elle a commencé à 12 ans, elle arrive à 17 ans. 17 ans, on sait tous que c'est l'adolescence et que le golf, taper dans la baballe, elle va peut-être un peu changer de balle à un moment donné. Je ne peux pas cautionner ça, Jean-Miss. Frédéric Anderson va revenir sur... Je me qu'elle pouvait se mettre au tennis de table, par exemple. N'ayez pas l'esprit mal placé, Michael. Frédéric Anderson, ça aide à forger un mental de champion? Non, comme disait Jean-Miss, c'est vraiment en fonction des personnalités des uns et des autres. Beaucoup plus sérieux, Frédéric Anderson, plutôt que vous. Du moment qu'il gagne, du moment qu'il gagne. Moi, je pense que ce qui est intéressant aussi dans le sport-études, c'est surtout dans son projet de pouvoir partir aux États-Unis. C'est vrai que le rythme qu'elle a ici en France sera très similaire à ce qu'elle retrouvera à l'université américaine si elle y parvient. Mais ça passera avant tout par les études, si elle arrive à avoir un niveau académique suffisant pour pouvoir être acceptée dans une bonne université, récupérer une bourse. Après, l'organisation du temps et de l'entraînement restera le même. Donc les études servent à quelque chose? Ça dépend du projet des uns et des autres, mais ça sert toujours, de toute façon, d'avoir une tête bien pleine. Ça rejoint ce que j'ai dit. C'est la fin de ce coup de projecteur. On passe maintenant à notre focus du jour. Dans notre focus, un sport encore confidentiel en France, le floorball. Ce samedi 17 et dimanche 18 février, la ville de Buc a accueilli le premier tournoi de cette discipline organisée dans les Yvelines. Un sport importé tout droit des pays scandinaves. Présentation par l'une des joueuses du club des Jets de Buc. C'est comme du hockey sur glace, mais sans patin, sans la patinoire. Comme du hockey sur gazon, mais à l'intérieur. Donc du coup, on est sur l'équivalent d'un terrain de handball. Donc, ce jour-là, 6 équipes se sont affrontées pendant la journée au gymnase du Pré à Saint-Jean, dont l'équipe locale des Jets de Buc. Sur le terrain, les matchs durent 3 fois 20 minutes avec des pauses de 5 minutes entre chaque tiers-temps, comme une rencontre de hockey sur glace. Une réaction par rapport à ce sport? Je pensais que ça venait d'Afrique du Nord. Parce qu'ils n'ont pas de glace. Maintenant que ça vient des pays nordiques, et alors qu'ils ont déjà la glace, là j'ai un peu de mal à tout comprendre. Vous avez peut-être froid dans les pays nordiques. Et du coup ils se sont dit on va aller à l'intérieur. Mais les patinoires sont déjà à l'intérieur, est-ce que je sache? C'est le hockey sur gazon et ça peut pas se jouer à l'extérieur pendant l'hiver. Non, c'est pas du hockey sur gazon parce que ce sont les crosses de hockey sur glace. Si vous avez bien regardé, messieurs. Mais c'est ceux qui ne savent pas patiner. Pierre Chevalier. Je ne connaissais pas. J'avoue que je ne connaissais pas ce sport-là. Après, ça reste une activité. C'est un peu comme le hockey sur gazon, mais hockey sur gazon, sur glace, sans glace, avec crosse. Mais ça a l'air assez technique et dynamique. Et en tout cas, ils ont l'air de s'éclater comme des petits fous à Buc. Bon, on l'a vu, il y a énormément de similitudes avec le hockey sur glace. La question sur ce thème, ce sport peut-il un jour dépasser le hockey sur glace en France? Alors avant de répondre, je vais vous donner quand même quelques chiffres. Pour le floorball, 300 000 licenciés dans le monde, répartis dans 4 000 clubs. En France, il y a 1000 licenciés dans 35 clubs sur 13 régions. Pour le hockey sur glace, il y a 21 468 licenciés, plus 25% depuis avril 2006, 122 clubs et 4 championnats seniors masculins et 1 féminin. Est-ce qu'on peut arriver au même chiffre? Non. Oui? Non? Vous êtes partagés? Un petit duel entre Frédéric Anderson et Jean-Miss. Allez, Frédéric Anderson. Du moins qui gagne. L'important, c'est la victoire. C'est à vous. Non, mais je sais pas quel âge en fait ça a comme sport. Alors, comme ça a été fédération, importé en France en 2002. 2002, donc ça reste quand même assez jeune. Après, l'avantage qu'ils ont, et pour comparer avec le hockey sur glace est arrivé en France en 1891 et il a été testé pour la toute première fois sur le canal du château de Versailles à l'initiative de Pierre de Coubertin. Après, je pense que le gros avantage qu'ils ont avec ce sport-là, c'est que les infrastructures sont déjà en place. Il suffit d'avoir un gymnase et à la plupart des municipalités, un terrain de handball, de volleyball, un gymnase couvert, basketball aussi. Donc je pense que niveau infrastructure, ce sera plus facile à développer que d'attendre que la patinoire soit construite. Je ne pense pas que toutes les municipalités soient prêtes à investir dans une patinoire. En France, il y a 200 patinoires. En France. Et comparé au nombre de gymnases, c'est deux poids, deux mesures. 200 gymnases, c'est ce qu'il doit y avoir juste sur la commune de Paris, peu de choses près. Donc de ce point de vue-là, le potentiel est là. Après, est-ce que ça va intéresser assez de gens pour s'y investir? Ça, c'est une autre question. Donc pour ça que j'étais partagé. Potentiellement, c'est réalisable. Après, en pratique, va bien falloir voir si ça marche. Jean.
Non, pour moi ça va être dur parce que on va dire, c'est un mixte entre finalement le hockey sur glace et le hockey sur gazon, puisque c'est la même crosse que le hockey sur glace, et puis c'est sur un sol dur, sauf que c'est en intérieur au lieu d'être en extérieur. Donc après, c'est simplement une variante. Alors de là à ce que ça prenne et que ça fasse des émules, moi j'y crois pas vraiment. Après, au niveau des infrastructures, oui, elles y sont, c'est vrai, mais elles sont déjà bien remplies par justement les disciplines communes, entre guillemets, qui pratiquent déjà dans ces gymnases. Une petite place pour le floorball, quand même. On peut trouver une petite place, oui. Voilà, tout à fait, c'est ça. À Buc, ils ont réussi, par exemple. Voilà, à Buc, ils ont réussi, mais c'est très bien. Non, mais attention, moi, plus il y a de sport, mieux c'est. Mais c'est vrai que après, il faut de tout, et tant mieux que ça a l'air d'être sympa, ouais. Moi, j'accroche pas trop, mais bon. Ah ouais, en plus, avec une canne, moi, je suis toujours un peu dangereux. Pierre. Il a même fallu trouver un autre nom, parce que ça aurait pu s'appeler le hockey en gymnase, puisque c'est à peu près un mix des deux, sur glace ou sur gazon. Donc ça s'appelle le floorball. Bon, après, je pense pas que ça soit vraiment un sport qui puisse exploser. Toutefois, ça permet quand même de jouer tout temps, tout terrain, et pendant toutes les saisons. C'est peut-être ça aussi qui en fait un avantage. Ça peut quand même. Ils peuvent aussi jouer à l'extérieur quand il fait beau, quoi. Donc c'est vrai que ça. Je suis pas sûr, parce que la balle, elle est en quoi, là? Mais tu joues avec une autre balle. Ah ouais, mais bon, c'est plus pareil. Attends, c'est du hockey sur gazon. La technique est plus la même. Hein. Ah là, tu parles à des spécialistes. Pardon. La technique n'est plus la même. Non, j'avais pas pensé. Le toucher n'est plus le même. Oui. Par rapport également au hockey sur glace aussi, c'est la différence, Yann Dujarrier, de matériel aussi, de tarifs au niveau du matériel. Là, par exemple, pour le floorball, on a besoin d'environ 100 € pour démarrer, alors que rien que pour le hockey sur glace, un patin coûte en moyenne entre 130 et 140 €. Oui, non, mais finalement, c'est clair que l'accessibilité, rien qu'avec les patins, on arrive bien sûr, mais à un coût encore plus cher. On avait soulevé le problème avec le football américain, où les clubs sont obligés de s'équiper et de fournir du matériel aux gens qui veulent venir pratiquer. Mais bon, après, moi, je sais que j'adore le matériel, et dans le vélo, on n'est pas les premiers à avoir du matériel qui coûte pas cher. Donc, c'est pas, pour moi, le critère financier n'est pas un critère pour faire du sport. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on se donne les moyens d'obtenir ce que l'on désire. Donc, moi, j'ai un vélo qui vaut le prix d'une voiture. Donc, je peux difficilement avoir ce type de discours. Contraire, quoi. C'est pas parce que quelque chose coûte cher qu'on va pas le pratiquer. Beaucoup de gens pensent que le golf coûte cher. Le golf n'est pas un sport qui coûte très très cher. Oui, un parcours de golf coûte cher, mais quand on le remet à l'heure par rapport à un cours de tennis, c'est nettement moins cher d'aller faire un parcours de golf. Et puis ensuite, un sac et des clubs, c'est pas non plus hors de prix. Donc voilà, il y a beaucoup d'a priori pour beaucoup de gens, et aujourd'hui c'est vrai que même faire de la course à pied, c'est quelque chose qui coûte très cher maintenant, parce que une paire de chaussures pour aller faire du jogging, où il n'en faut pas une seule paire, il en faut plusieurs paires, et ça commence à devenir des sports qui coûtent cher. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui doit arrêter les gens. Frédéric, pareil, c'est pas un frein forcément le prix? C'est toujours plus facile quand ça coûte moins cher. La barrière à l'entrée est forcément moins élevée. Après, je pense aussi, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils prennent des crosses de hockey. C'est plus facile à trouver que peut-être des crosses de hockey sur gazon ou autre. Une pelle, un manche à balai, et puis en avant. Non, c'est vrai que c'est toujours plus facile. Enfin, c'est toujours plus facile d'attirer des nouveaux adhérents, faire essayer les gens, parce que c'est moins cher, ça coûte pas grand-chose. Que quand ça demande un investissement initial assez élevé, c'est plus compliqué d'attirer. Après, est-ce que ça va plaire? On n'est pas forcément une nation qui a une grosse culture de sport comme le hockey sur glace, hockey sur gazon, ou même le lacrosse qu'on peut voir dans les pays anglo-saxons. On peut le voir, finalement, en un siècle, il n'y a que 21 000 licenciés en hockey sur glace. Mais on n'a pas de structure. C'est le serpent qui se mord la queue. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'équipe de France au curling, alors qu'on est le premier pays mondial au niveau de la pétanque, et que je vais dire que ce sont deux sports qui se ressemblent, mais on n'a pas de structure, on n'a pas d'endroit pour pouvoir jouer, pour pratiquer le curling. Et je suis désolé, mais moi le curling, j'adore regarder ce sport. Les coups qui sont faits, c'est quelque chose de... Il y a une très très grosse maîtrise technique, et là je vous vois rigoler, mais non, mais... le vélo aussi. Le problème des... Ah oui, d'accord, dormir devant la télé, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, je vous l'accorde. Non, mais c'est vrai que là, moi, il y a un moment où on peut pas... si les fédérations, s'ils ne
font pas le nécessaire pour que les structures existent, on pourra jamais être brillant. On n'est pas non plus en hockey sur glace parce que 200 patinoires. 200 patinoires, c'est le nombre de patinoires qu'il y a à Montréal. Voilà, il y a pas besoin d'aller plus loin dans la réflexion. C'est juste hallucinant. Et aujourd'hui, les 2 danseurs qui ont fait la médaille d'argent il y a 2 jours, ils vont s'entraîner au Canada. Parce qu'ils peuvent s'entraîner quand ils en ont besoin et quand ils ont envie. Arrêtez de rigoler, j'ai l'impression que... Non, vos chiffres sont très bons justement, c'est pour ça que ça me surprend. On passe maintenant à notre rubrique débat. La France a été traversée par de nombreuses intempéries depuis le mois de décembre. Pluie, neige, verglas, vagues de froid, des conditions climatiques qui ont poussé les instances sportives à reporter des centaines de matchs dans le département. On écoute le vice-président du district des Yvelines de football. Aujourd'hui, 750 matchs qui sont à jouer, puisque la plupart ne se sont pas joués, ils n'ont pas été interrompus, ils n'ont pas été disputés du tout à cause de la neige, à cause de la pluie, comme vous disiez. Et donc ça, c'est une problématique que notre commission d'organisation des compétitions, ils ont un peu un casse-tête en ce moment, mais bon, on va réussir à... Alors ça exigera peut-être des arrangements, même entre clubs, quand ils s'entendront pour jouer à une date adéquate pour eux, on leur permettra de jouer à ces moments-là. Les seuls matchs qui n'ont pas été déplacés concernaient les clubs qui avaient la possibilité de jouer sur les terrains synthétiques. La question sur ce thème, les clubs doivent-ils investir dans des terrains synthétiques? Oui ou non? Oui, non. Enfin, un petit duel entre vous, Pierre et Yann Dujarier. Yann, vous commencez? Moi, je dis non parce que comme je fais du vélo et qu'on peut le pratiquer pratiquement tout le temps, il n'y a pas de souci. Même quand il gèle, même les cyclistes sur route ont des VTT. Donc du coup, non, mais on va dans les bois avec un VTT et puis voilà. Donc c'est vrai que là, j'ai pas tellement le. Donc pour moi, non, il n'y a pas besoin d'investir dans des terrains synthétiques. Mais j'ai l'impression. Pour les clubs de football, de rugby. Mais j'ai l'impression, d'être peut-être un petit peu à contre-courant et donc certainement qu'ils doivent certainement beaucoup plus avoir la bonne parole que moi sur le sujet. Et donc je vais passer la main là. Pierre. Mais je pense que Fred et moi sur les sports respectifs, que ce soit le football américain ou le rugby, on a des terrains synthétiques et ça a clairement changé la physionomie des saisons. S'ils le peuvent, les clubs doivent investir à travers leur municipalité ou directement. L'investissement de départ est assez cher, mais après ça change la physionomie de la saison puisqu'on est dans un pays un peu avec une météo tempérée certes, mais avec des hivers qui sont rigoureux ou de plus en plus rigoureux. Donc c'est le casse-tête, comme le disait la personne juste avant, c'est le casse-tête chaque hiver avec les journées de report qui sont reportées au calendrier grec ou pas reportées en fonction des disponibilités. On a eu un épisode avec une dizaine de jours de neige et vraiment de grosses quantités de neige, donc là suffisamment grande pour que même sur terrain synthétique ça ne puisse pas se jouer. Mais en l'occurrence, quand les conditions hivernales sont normales, ça permet justement de maintenir toutes les journées, de ne pas avoir trop de matchs de report, ou quasiment pas du tout. Et après, donc c'est juste une habitude à prendre pour chacun des sportifs, de s'habituer à s'entraîner et à jouer dessus. C'est un petit peu différent que sur le gazon naturel, évidemment. Mais s'ils le peuvent, oui, ça permet en fait d'alléger un petit peu la gestion des saisons. Frédéric Anderson, vous jouez sur terrain synthétique avec les Templiers d'Elancourt. Tout à fait. Merci pour votre intervention, monsieur Frédéric. Non, c'est vrai que le gros avantage des terrains synthétiques, c'est justement ils sont rarement impraticables, à part les épigeaux, quand il y a 5-10 cm de neige sur le terrain. Même en dégageant les lignes, c'est compliqué. Mais c'est vrai que pour prévoir les entraînements et structurer le développement d'une équipe sur toute une saison, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un terrain synthétique et ne pas être à la merci des intempéries, puisque c'est les phénomènes climatiques auxquels on est le plus exposé. C'est vrai que la neige, ça arrive une fois de temps en temps. La dernière fois que ça nous était arrivé, c'était en 2013 ou quelque chose comme ça. Et c'était pas. Et même à cette époque-là, on avait pu s'entraîner sur le synthétique. Donc c'est vrai que c'est vraiment agréable. Et puis même pour les sportifs, ils n'ont pas de machine. Quand ils font la machine de leurs vêtements de sport, c'est pas plein de boue. C'est beaucoup plus agréable. Et c'est vrai que plus c'est pratique pour les personnes de pratiquer, plus ils pratiqueront. Donc c'est vrai que plus on a de structures de qualité, plus on attirera les gens et les pousser à faire du sport. Et rien que de ce point de vue-là, je pense que c'est important d'investir dans ce type d'équipement.
On dirait de ça de Jean. de marche et dans la boue. Ben moi, oui, bien sûr que je suis favorable. Après, c'est plutôt les municipalités qu'il faudrait essayer de convaincre, parce que c'est quand même un investissement. C'est à peu près, je pense, 1 million, C'est ça, 1 million voilà. d'euros. Ça dépend. Ça Alors, dépend, il faut mais compter aujourd'hui, 800 000 euros d'investissement pour un terrain synthétique pour une durée de vie de 10 ans, Voilà. 15 ans tout au plus. Bon. Un prêt d'entretien de 4 000 à 20 000 euros pour éviter que les billes synthétiques fondent en été. On les Ouais. arrose plus qu'un terrain en herbe l'été. Oui, mais après, il y a un taux d'occupation Voilà, qui un terrain en herbe est coûte environ limité. 10 000 euros pour l'aménager et ensuite 20 000 euros d'entretien par an. Mais après, il y a un taux d'occupation qui est illimité, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'un terrain en herbe, bien, vous pouvez, je sais pas, au-delà de 6 heures par jour d'utilisation, on va vous dire stop, c'est fini, les créneaux, il n'y en aura plus. Un synthétique, hein, vous pouvez aller jusqu'à 10-12 heures par jour, il n'y aura pas de problème. Donc ça permet aussi, puisqu'on est quand même dans l'évolution du sport, eh bien, ça permettrait à des disciplines mineures de pouvoir pratiquer un petit peu plus du fait que les municipalités offrent aux différentes disciplines un taux d'occupation plus important. Et c'est vrai qu'après, je rejoins Pierre lorsqu'il disait que c'est quand même une adaptation aussi à avoir techniquement. Mais c'est vrai que pour l'entraînement, c'est l'idéal. Ça, par contre, je dois reconnaître, pour l'avoir fait à plaisir et être même là dans le club où je suis, un terrain synthétique, c'est très bien parce que techniquement, c'est plus facile de mettre en place le jeu. Pierre. Jean et Fred mettent le doigt sur un point assez important, c'est sur le développement du sport. C'est-à-dire que avec un terrain synthétique qui est praticable tout le temps, on permet aussi la pratique par exemple du rugby à Versailles, par exemple du rugby loisir ou du foot loisir. C'est-à-dire au stade de Porchefontaine, le terrain est ouvert quasiment tout le temps. C'est-à-dire que ce soit sur des créneaux réservés, comme l'évoquait Jean, pour le rugby, pour toutes les catégories, ou en open, pour les séances de foot du dimanche matin quand il n'y a pas de match, ou quand il n'y a pas d'entraînement, ou de rugby, ou d'ultimate quand ils jouent au frisbee par exemple, il est ouvert tout le temps. Donc ça permet quand même une pratique régulière et le développement de n'importe quel sport qui se pratique sur un terrain. Moi, juste, en fait, avec un petit peu de recul par rapport aux discussions qui viennent d'être faites, c'est vrai que quand on voit des clubs de Ligue 1 aujourd'hui s'équipent de ce type de matériel pour leur à terrain, Lorient par exemple, top 14. Et top 14 aussi. C'est qu'il y a quelque chose il y a un intérêt quelque part. Maintenant, j'ai aussi pu entendre dire qu'il y avait certaines blessures qui étaient un peu différentes sur ce type de terrain. Les kinés disent que c'est un tout petit peu plus traumatique. C'est vrai c'est l'habitude dont je parlais. C'est peut-être des blocages de jambes un petit peu différents, et puis du traumatique différent de celui il faut s'adapter au niveau des chaussures également. Il y a eu un problème, c'est surtout au niveau des chaussures. Exact. Au début, là, lorsque ça s'est vraiment développé, les terrains synthétiques, il y avait un problème au niveau des chaussures. Les fameuses chaussures à lame dessous, là, qui, elles, justement, bloquaient le pied. Et donc, ça bloquait le pied, et après, ça tournait. Donc, tout ce qui était cheville et genoux, il y avait d'énormes blessures, notamment, je parle du rugby, moi. Il y avait d'énormes blessures au niveau du rugby, au niveau genou et cheville, dû à ce blocage de pied. Mais c'était dû à la chaussure, hein. C'était pas dû. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Et là, c'est la technique et le côté scientifique qui fait des progrès. C'est-à-dire qu'on doit en être à la 7e ou 8e génération de terrains synthétiques désormais en France, et qui ont, je pense, dû tirer parti de ce qui posait problème justement à travers les chaussures, à travers la mobilité et le côté traumatique de certaines premières terrains de première génération. Jouer en loisir sur un terrain synthétique, c'était il y a plus d'une quinzaine d'années, donc comme tu dis, ça a quand même évolué. Maintenant, j'ai aussi entendu dire qu'il y avait des petits soucis de... Alors après, moi je suis... Les personnes trop bien pensantes ont certainement eu ce genre d'intervention, des problèmes cancérigènes par rapport aux billes qui étaient utilisées, etc. Voilà. Donc, justement, est-ce qu'il faut attendre avant d'installer des terrains synthétiques sur toutes les communes? Comme on a dit, ça fait des années qu'on utilise ça. Moi, je me rappelle jouer sur synthétique à Elancourt quand c'était encore un astroturf. C'est les anciennes générations où c'était la moquette. Et à part des brûlures, on n'a jamais eu de problème. Il n'y a personne qui a eu un troisième œil qui a poussé au milieu de la tête. C'est pour ça que je dis bien les gens trop bien pensants. Hein, c'est vrai que ceux qui restent dans les bureaux. Mais après, c'est une question qui mérite d'être posée. Mais c'est vrai que scientifiquement, ils avaient fait des études en Hollande d'ailleurs. En 2016, ils avaient publié dans une grande revue qu'au final, il n'y avait aucune différence, il n'y avait aucun risque, que c'était complètement inocutaire. Il y a simplement au niveau des plaies, au niveau médical, là, il y a eu un petit rapport au niveau des plaies. Les billes se foutent dans les plaies, et
Au niveau chirurgical, ils sont c'est très très très. Avant, c'était du sable. Ouais, mais les billes, c'est vraiment un gros problème au niveau chirurgical et ils disent que pour nettoyer la plaie, c'est très très, plus très difficile. Ouais. Mais c'est mieux pour les machines à laver le linge. Ce sera le mot de la fin sur ce thème. On termine par des images insolites après avoir cueilli un match de handball féminin. Début février, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines s'est transformé en un gigantesque circuit ce vendredi 16 février pour la 8e édition de la Butage. Partie pour cette première en Ile-de-France, 250 têtes brûlées se sont affrontées avec des mini-motos sur un tracé improvisé avec des barrières et une rampe de plusieurs mètres de haut. Ce soir-là, pas de classement mais une bonne dose de rire entre ses fans de Jackie Stewart ou Steve McQueen. On écoute les réactions au micro de Grégory Canelé qui avait adopté la nuque longue pour l'occasion. Moreira, Marquez, Da Silva, Dos Santos, Jonathan. On vient de la région de la Paris. On est là pour l'habitude et pour la moto. La bagarre. Enduro vintage, bitume vintage, circuit vintage, Steve McQueen, Jackie Stewart, Clara Morgan vintage, Outre-Parent, tout ce que tu veux. Je pense que cette intervention résume bien la soirée. On est venu là pour s'amuser, pour passer du bon temps. Non mais c'est trop bon quoi, c'est dommage, vous sentez pas l'odeur quoi. C'est super bonne ambiance, voilà, c'est gentillet et c'est cool. On est venu là pour passer un bon moment. Il y a plein de pépettes quoi. Je suis venu sur ma femme, elle m'a autorisé de sortir ce soir. Je suis là ce soir parce qu'il y a de la lumière et puis je suis rentré. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ce soir? Tout d'abord de la sensation et un peu de glaçon parce que le verre il se réchauffe vite. Alors je précise que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui. Des réactions par rapport à cet événement? J'adore. Est-ce que vous validez? Encore une fois, il n'y a pas eu assez de communication et du coup, moi je l'ai appris le dimanche quand je suis allé au Vélodrome que ça avait eu lieu. Sinon, vous auriez pu vous retrouver dans la vidéo. Voilà, ouais, j'aurais pu. Mais pour la moto, parce que moi je bois pas d'alcool. Oui, évidemment. C'est comme Robert Marchand, c'est hyper frais. Jean. Ah, c'est très bien, ouais. Mais finalement, il n'y a que le cyclisme qui avait pas de monde au Vélodrome. Ouais, c'était 300 personnes quand même. Eh bien oui, c'est pour ça, il y avait du monde. Ouais, sur les motos, pas autour. Et je pense que là aussi, la buvette... Ouais, grosse fiesta, apparemment, ça a fini à 5h du matin, je crois, un truc comme ça. Voilà. Ça a été... sur des motos. C'est très sympa. Avec modération, c'est rigolo. Ouais. Frédéric Anderson, c'est une compétition, c'est pas une compétition? Il faut communiquer, quoi. Faut communiquer, je pense. Il faut inviter plus de monde que ça. On l'a raté, on n'a pas été invités. On n'était pas invités. Non, là, il n'y avait même pas de compétition. C'était les mecs qui étaient là juste pour s'amuser. C'est-à-dire, c'est la partie de karting, que tu fais avec les copains. Voilà, tout à fait. C'était c'est juste une couverture. Je veux dire, on n'est pas vraiment sportif. Est-ce que finalement aussi ça peut se prêter à, je sais pas, des gens qui aiment la moto, qui aiment les courses automobiles? Mais attendez, combien de gens vont voir les 24 heures du Mans pour faire la fête et qui ne regardent rien de la compétition? Ou alors le Grand Prix de France, ou alors le Grand Prix de France moto et qui restent au camping et qui voient pas de moto, 2 minutes du Grand Prix MotoGP. Voilà, et ça fait partie du plaisir et de l'ambiance quand on est sur une compétition, quoi. Est-ce que le Vélodrome est adapté pour ce style de rendez-vous? Pierre? Ah oui. Ouais. C'est une grosse boîte de nuit avec quelques motos au milieu. Ça, dans les années 80, ça se faisait avec des rollers. Là, c'est des motos. Je trouve ça bon enfant, toujours avec modération, bien évidemment. C'est hyper sympa. Je trouve ça hyper marrant. Par exemple. Hélène aurait dû y aller. Si tu me regardes. Hélène de la Grange, qui est chroniqueuse dans cette émission, qui n'a pas pu venir malheureusement pour cette émission. Elle aurait dû mettre des barres de pole dance en plus. Frédéric Anderson, ça s'y prête ou pas, ce vélodrome? Bah, ça a l'air en tout cas. Ça on voit qu'il y a du handball, on voit qu'il y a du cyclisme aussi, Yann Dujarrier. Et il y a également ce style de rendez-vous. Tu sais, un peu comme Paris-Bercy peut être un palais omnisport et organiser tout type d'événements. C'est vrai qu'à Paris-Bercy, il y avait le super motocross, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Philips Supercross. Là. Et c'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois et c'est vrai que c'était très bien. Donc si on peut reproduire la même chose dans l'Ouest parisien chez nous,
pourquoi s'en priver, quoi. L'espace du Vélodrome n'a pas été assez utilisé pour ce truc-là. Je pense qu'il y avait encore plus sympa à faire parce qu'il y a des petites rampes à droite à gauche qui peuvent permettre de faire quelque chose de plus sympa encore. Quand j'y ai pensé après, je dis tiens, le promoteur leur envoyer un mail. On est là pour s'amuser, quoi. J'en parlerai à Jean-Loup pour les prochaines fois. Il y avait les buvettes qui étaient placées. Jean, l'année prochaine, vous réservez? Ah mais c'est dommage, oui, parce que je serais bien allé faire un tour. Je serais bien allé faire un tour. Avec modération, toujours. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 8 mars pour une nouvelle émission. On va terminer par une citation un peu osée de la légende du football argentin. El pibe de oro Diego Maradona, arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78. Morera, Marquez, Da Silva, Dos Santos.